1949, l'Alsace a retrouvé la paix. Le Rhin a cessé d'être l'obstacle arrêtant les armées pour reprendre son rôle de voie de communication du nord au sud de l'Europe, tandis que les ponts reconstruits témoignent de l'ardeur des hommes à réparer ce que la folie de certains a contribué à détruire. Chalampé, Kehl, Oppenheim, les liens qui unissent les nations se rétablissent peu à peu. Bientôt, les traces de l'ouragan auront disparu. Et pourtant, tel était le pont de Oppenheim lorsqu'en mars 1945, les ingénieurs de la SNCF purent en approcher. 3 grandes travées de 95 mètres pesant 1000 tonnes chacune, effondrées dans le fleuve, coupent la navigation. 9 travées de 32 mètres encombrent les berges de leurs ferrailles informes. C'est tout ce qui reste de l'ouvrage ancien dont les tours moyenâgeuses marquaient fortement l'origine et le lieu. Là comme ailleurs, on se mit à l'œuvre aussitôt. Il fallait tout d'abord dégager une passe navigable. On choisit d'enlever d'un bloc les tronçons de la travée Allemagne pesant 250 et 800 tonnes en vue de leur réutilisation. À l'initiative et sous le contrôle du service de la navigation, une grue géante est confectionnée sans délai sur un chaland retrouvé dans le port de Strasbourg et amené à pied d'œuvre. L'équipement de la grue et sa manœuvre posèrent déjà, l'on s'en doute, des problèmes vraiment inhabituels. Il fut résolu de si heureuse façon que la grue fut utilisée plus tard pour dégager le Rhin plus à l'aval, à Maxau et à Cologne. Le 30 octobre 1945, les tronçons étaient ramenés à la rive et la grande passe, côté Allemagne, de nouveau ouverte à la navigation. Le dégagement de la travée Allemagne est bientôt suivi du déblaiement au scaphandrier, combien plus lent et coûteux, de la travée centrale, dont les tronçons enchevêtrés et déjà ensablés ne sont justifiables que de l'explosif. Ce travail de patience ne va pas sans danger pour le scaphandrier, obligé de fixer dans un courant rapide les charges de dynamite sur les restes acérés du pont détruit. Après la rupture des gros éléments, on amarre les tronçons et on les retire à la grue. Aucune récupération appréciable n'étant possible, il faudra reconstruire un nouveau tablier. De même aspect que l'ancien, mais de constitution moderne, il pèsera plus de 1000 tonnes. Le rétablissement du pont de Oppenheim n'étant pas de première urgence, on décide de ne pas établir de pont provisoire et d'entreprendre directement la reconstruction définitive. Celle-ci commence en avril 1947 par le rétablissement de la travée France, rompue en 2 tronçons de 200 à 500 tonnes, récupérables en grande partie. Le travail à exécuter était simple: démonter le petit tronçon en extrayant les pièces réutilisables, rétablir l'horizontalité du grand tronçon et le relever grâce à 2 portiques sur lesquels il s'appuie par l'intermédiaire de chevêtres ou grosses poutres transversales. Les chevêtres sont soulevés par courses de 18 cm à l'aide d'entretoises successivement fixes et mobiles, calées sur les montants du portique par des broches en acier de 10 cm de diamètre. C'est le système dit de l'accordéon. Les constructeurs sont des humoristes. Après relevage au niveau définitif, la travée sera réparée sur un plancher de montage établi sur pieux battus dans le Rhin. Les portiques de relevage sont ceux qui ont déjà servi à relever les 800 tonnes d'une travée du pont sur le Rhône à Avignon. Le basculement du grand tronçon et son retour à l'horizontale constituent une opération simple.
mais il y faut du soin pour réaliser des calages solides et stables. Pendant que l'on travaille sur la berge, les pieux sont battus en rivière pour établir la plateforme de montage sur laquelle on attaquera la réparation. Le travail de relevage, bien préparé, ne présente pas de difficultés particulières pour des équipes déjà entraînées à des opérations semblables. C'est sans incident que les 500 tonnes du pont s'élèvent peu à peu, chaque montée au vérin correspondant au déplacement d'un trou à l'autre des broches de fixation. À la fin de l'été, la travée a presque atteint son niveau définitif. Mais le travail devra s'achever sous la pluie, avec les inondations. Il faudra souvent travailler les pieds dans l'eau. Plus tard, on connaîtra la neige. Même les froids rigoureux n'arrêteront pas le travail, car les opérations sur le vaste chantier se commandant l'une l'autre, il est impossible, sans graves conséquences, de ralentir l'une d'elles. Des palets, dites de ripage, sont installés perpendiculairement à l'axe de l'ouvrage dans le prolongement des appuis de la travée France. Celle-ci, rétablie à l'aide des tronçons récupérés, doit en effet, en raison de sa constitution, conserver dans l'ouvrage reconstruit son emplacement primitif. Aussi, pour que la plateforme sur laquelle elle a été réparée puisse servir au montage de la nouvelle travée centrale, faudra-t-il, le moment venu, l'éclipser latéralement. Sous les appuis du tablier, des chevêtres ont été placés qui serviront de chemin de roulement. Des palans fixés à leur extrémité permettent de haler sans heurts les 1000 tonnes de la travée sur l'échafaudage latéral. Cette opération, la plus simple de toutes celles qui devront être effectuées sur ces masses énormes, demande malgré tout préparation et soins minutieux. En quelques heures, la travée est amenée sur son échafaudage, dégageant ainsi la plateforme de montage. Elle y reposera jusqu'au moment où, la travée centrale ayant été mise en place, elle pourra retrouver par un mouvement inverse son emplacement primitif. Pendant ce temps, sur l'autre rive, le tablier de la travée Allemagne a été réparé à l'aide des tronçons déposés à la grue au moment du dégagement de la passe navigable. Seul le tronçon de 800 tonnes a été utilisé directement. Le petit tronçon, plus avarié, a été démonté et ces éléments réparés ont servi à reconstituer l'ouvrage primitif. Pour ne pas gêner la reconstruction des fondations des piles, le travail a été exécuté à une quarantaine de mètres à l'amont de l'axe de l'ouvrage. Il suffit seulement, lorsque le tablier est achevé, de le ramener à la position convenable par un nouveau ripage. Travail facile celui-là, bien que la dimension des rouleaux laisse prévoir l'importance du tonnage déplacé et les précautions à prendre pour éviter tout incident.
L'essentiel est avant tout de constituer de bons chemins de roulement. Ils seront faits ici de rails jointifs placés sur lit de traverse. L'opération suivante sera d'une toute autre difficulté. Il faut déplacer cette masse de 1000 tonnes au-dessus du Rhin et l'amener à s'appuyer sur la première pile. C'est l'opération dite du lançage. Comme nous nous trouvons sur la berge, le plus simple sera d'avancer tout d'abord le pont le plus loin possible au-dessus du fleuve par un pré-lançage. On le supportera ensuite sur 2 péniches qu'on halera jusqu'à la pile à l'aide de treuils fixés sur le tablier. Le pont sera enfin relevé à son niveau définitif en remontant les maçonneries assises par assises. À Strasbourg, durant l'hiver 1947-1948, le travail commence. Les péniches accolées sont munies des poutres qui leur permettront de supporter sans dommage les 500 tonnes transmises par les appuis du pont. Il est largement fait appel à la soudure électrique qui simplifie les assemblages. Au printemps, tout est prêt. Les péniches équipées remontent le Rhin sur 30 km jusqu'à Roppenheim. Elles y trouvent le tablier achevé, ramené dans son axe primitif et prêt au prélançage. Comme nous l'avons vu, il s'agit d'avancer le tablier suffisamment loin au-dessus du Rhin pour que les péniches puissent aisément s'installer dessous et recevoir les appuis du pont pour la suite du mouvement. Opération simple, puisque le tablier reste toujours équilibré par son propre poids. Avant de glisser les péniches sous le tablier, on les leste tout d'abord de 500 mètres cubes d'eau, dont le poids est approximativement celui qui sera transmis par les appuis du pont. Ainsi, lorsque les péniches seront arrivées à leur position, il suffira de vider ce lest pour les mettre en charge sans aucun changement de niveau. Les opérations préliminaires de mise en place des péniches commencent et la vitesse du courant qui dépasse 4 mètres par seconde montre quelles précautions devront être prises pour éviter que le pont ne dévie pas plus de quelques centimètres au cours du lancement. Ces précautions seront multiples. On tirera le tablier sur la pile en l'accrochant en tête. On l'amarrera à une casemate à moitié détruite à 200 mètres à l'amont. Et tout un système de câbles, dit de papillonnage, permettra d'assurer la sécurité du déplacement et un guidage précis. Le 28 mai 1948, sous les yeux des habitants du voisinage intéressés par ce spectacle inédit, le franchissement du Rhin commence. Tous les treuils étant groupés sur le tablier, la commande de la manœuvre et le maintien de l'alignement sont faciles. À l'arrière, les rouleaux suivent parfaitement les chemins de roulement suffisamment larges pour qu'aucun grippage ne soit possible. Malgré la vitesse du courant, le tablier ne s'écarte pas plus de 2 ou 3 cm de son axe de lançage. Il est aussitôt ramené en position correcte par l'action des treuils de guidage. Le soir même, la travée côté Allemagne est de nouveau franchie. Les jours suivants, le relevage était entrepris pour dégager au plus tôt la passe navigable. Pour gagner du temps, les assises de maçonnerie ont été constituées par des blocs préfabriqués, placés directement sous les appuis au fur et à mesure du relevage et enrobés dans le corps de la maçonnerie des piles. Ce procédé, très sûr, a été employé à plusieurs reprises pendant la reconstruction de 1941, au pont Eiffel à Conflans-Findoise et au pont des Andelys sur la Seine notamment.
Fin septembre, les piles étaient achevées. La travée Allemagne reposait de nouveau sur ses appuis, à 10 mètres environ au-dessus du fleuve. Pendant ce temps, sur ce vaste chantier, d'autres équipes s'affairaient. Les travées d'accès de 32 mètres de portée, dont les débris informes avaient été déblayés au préalable, étaient remplacés par de nouvelles travées en béton armé plus économiques. Travail classique celui-là, mais nécessitant cependant un soin minutieux dans l'établissement des armatures, dont la position est fixée au centimètre près. Par raison de commodité, les coffrages latéraux intérieurs sont mis en place après achèvement du ferraillage. Avec une telle densité d'acier imposée par la portée de l'ouvrage, il est indispensable de vibrer le béton. Là aussi, sur la rive française, il faut travailler vite, travailler même la nuit. Il s'agit en effet d'achever les travées d'accès pour permettre l'amener des matériaux de la future travée centrale, son montage et sa mise en place avant l'hiver. Le montage de cette travée sur l'échafaudage dégagé par le ripage de la travée France s'opère de façon classique. Assemblage par boulon des pièces préparées à l'atelier, rivetage. Pour la seule travée nouvelle, 80 000 rivets seront posés. Ce travail demandera 5 mois avant que l'on en arrive à la mise en place. Pour faire franchir le Rhin à cette travée de 92 mètres de longueur, isolée, trop haute sur le fleuve pour que l'on puisse encore avoir recours aisément aux péniches, il faut la munir d'un avant-bec de 38 mètres et d'un arrière-bec de 40 mètres qui lui permettront d'atteindre la pile opposée avant de basculer. On a même été obligé de charger l'arrière-bec de 120 tonnes de contrepoids constitués par des bacs remplis d'eau. Sur la pile côté Allemagne, une console de réception a été installée pour diminuer la longueur de lançage de 7 mètres environ. De la sorte, si les calculs sont exacts, la travée doit atteindre son appui avec une marge de sécurité de 1,84 m. Sur 95 mètres, c'est peu, mais suffisant. Par économie, l'avant-bec a été constitué à l'aide des éléments récupérés des travées d'accès, montés à terre contre les travées en béton armé, puis hissés sur le tablier. L'avant-bec sera mis en place entre les poutres par un premier lançage pour pouvoir s'engager à l'arrivée dans le tablier de la travée Allemagne dont nous avons vu le montage. L'arrière-bec, léger, est constitué à l'aide de matériel disponible chez le constructeur. Au moment du lançage, il sera chargé des bacs à eau formant contrepoids. Les consoles de réception ont été installées sur la pile côté Allemagne, tandis que sur la plateforme de départ, les préparatifs se poursuivent. Les galets sont soigneusement vérifiés et réglés, les câbles de traction et les palonniers sont mis en place. Les moindres calages doivent être prévus minutieusement si on ne veut aboutir à un échec certain. Enfin, on est prêt et on donne le départ du franchissement du Rhin aux 1200 tonnes du tablier et de ses accessoires. 2 treuils électriques de 10 tonnes assurent la traction et l'avancement est suivi minutieusement, presque centimètre par centimètre. Les niveaux sont fréquemment contrôlés et les charges vérifiées au manomètre des vérins, surtout lorsque le centre de gravité se rapproche de façon dangereuse du bord de la brèche. Il ne faut pas basculer prématurément. Quelle que soit leur confiance dans leurs calculs, c'est malgré tout avec quelque appréhension que les ingénieurs regardent les tiges filetées que l'on voit dépasser sous le tablier
et qui retiennent seuls tout l'avant-bec. Rassurez-vous, tout se passe bien. Et au soir d'une longue journée d'efforts, l'avant-bec touche les galets d'arrivée sur la console de réception. La brèche est franchie. De nouveau, l'on peut aller de l'une à l'autre rive, tandis que sans arrêt continuent de passer les lourds remorqueurs du Rhin. Ainsi s'achèvent à temps les phases essentielles de la reconstruction du pont de Roppenheim. La silhouette de l'ouvrage sera bientôt noyée dans les brouillards d'un nouvel hiver, mais les intempéries ne sauraient compromettre désormais l'achèvement des travaux. La travée France est bientôt ramenée à son emplacement, dégagée par le lancement de la travée centrale, par ripage sur les chevêtres qui avaient servi à l'éclipser. Les quelques travaux de parachèvement seront terminés au printemps et le 12 juin 1949, le photographe aura le champ libre pour fixer le souvenir des deux premiers trains franchissant le Rhin côte à côte sur le pont rétabli. Quelques mesures permettent de s'assurer du bon comportement de l'ouvrage et de l'exactitude des calculs. La liaison de la France et de l'Allemagne est désormais assurée par un ouvrage définitif à double voie. Le viaduc de Roppenheim est ainsi achevé. Ce coin d'Alsace a retrouvé avec lui son visage traditionnel. Ce paysage si paisible et si calme, chargé pourtant du souvenir de tant de batailles et de tant de souffrances, ne plus connaître désormais d'autres victoires que celles remportées comme à Roppenheim pour assurer la prospérité et le bonheur de tous dans la paix enfin retrouvée.